Les jeunes de banlieue sont les noirs les plus complexés au monde. C'est bon, j'ai votre attention. Petite vidéo aujourd'hui d'un jeune homme, hein, là ça sera une seule vidéo, c'est une vidéo réaction simple et basique sur une personne que j'apprécie quand même pas mal et que je suis, puisque je trouve ses réflexions et ses dires intéressants. Ça me permet aussi moi-même d'avoir des réflexions sur autre chose, et voire même sur l'homme noir aujourd'hui, hein, tu sais. Donc, ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est la différence qu'il fait entre l'homme et l'homme noir, et justement les différents complexes qu'il peut y avoir chez cet homme noir. Vous comprendrez petit à petit de quoi je parle à travers la vidéo. Et bien sûr, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Alors, la vidéo, ça fait 9 minutes 56, mais on va pas tout regarder. T'inquiète pas, on va essayer de faire très simple. Donc voilà. Du coup, juriste addict, avant de se définir en tant qu'homme, ils se définissent en tant que noir. Donc voilà. Basique, simple et clair. Et bien sûr, on va le découvrir ensemble en commençant plus tarder. C'est parti. Les jeunes de banlieue sont les noirs les plus complexés au monde. C'est bon, j'ai votre attention. Bon, cette vidéo, je vais être assez précis, je vais expliquer le fond de ma pensée. La plupart de ces jeunes, selon moi, souffrent d'un complexe d'infériorité, d'un complexe surtout aussi identitaire, où ils sont dans un pays à majorité blanche, ils sont dans les classes les plus précaires, dans la classe la plus précaire, excusez-moi. Par conséquent, ils doivent se définir. Mais le choix qu'ils ont fait, c'est un choix qui est assez curieux, c'est qu'ils se définissent par la négative du blanc. Au lieu de se construire en tant qu'homme, ils se construisent en tant qu'homme noir. Ce qui ne se retrouve pas chez les gens qui vivent en Afrique, par exemple. Hein, ce qu'on appelle les blédards se construisent en tant qu'hommes. C'est pour ça que si vous allez en Afrique, vous allez voir une panoplie d'hommes noirs, finalement, d'hommes. Hein, pas d'hommes noirs, mais une panoplie d'hommes. Je peux te dire que c'est quelque chose de plus ou moins similaire en Guyane. Enfin, je me rappelle pas à l'époque, voire même tiens, en prenant de l'âge et tout, en grandissant, qu'à un moment donné, on allait souvent sur ce terrain-là, ce sujet homme noir, les blancs ou autre. À la rigueur, tu sais, tu vas dire que ouais, tu vas en France, tu vas dans le pays du blanc. Ça s'arrête là. Et encore, ça sera plus taquin dans le sens où ouais, tu vas, tu es un trait, tu pars, tu nous laisses et tout. Enfin, plus ce côté-là, mais pas oui, l'homme noir, il est méchant, il est mauvais. Donc voilà, pour que vous puissiez comprendre. Et c'est tout. Il n'y avait pas de oui, fais attention, les hommes blancs, ou ce genre de choses. Et franchement, c'est des discussions que j'ai même eues avec des potes et tout. Enfin, à savoir, est-ce qu'à un moment donné, enfin, avec tes parents ou autre, il y a déjà eu ce genre d'échange? Et non, en fait, c'est pas quelque chose qui nous vient. Parce que, ben, comme je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, enfin, en Guyane, déjà, c'est divers et varié. Tu as des Brésiliens, tu as des Surinamiens, tu as des Blancs, tu as des... t'as de tout. Et en fait, la seule différence que l'on fait, c'est celui qui ne se comporte pas comme la majorité et celui qui se comporte comme la majorité. Donc après, couleur de peau différente ou pas, la seule chose qui nous intéresse, c'est est-ce que tu as la dégaine, est-ce que tu as le style, est-ce que tu as le phrasé, la façon de parler à la guyanaise. C'est tout. Et on va s'arrêter là. Tiens, on va pas dire hey, c'est un blanc. Non, c'est un Guyanais et ça s'arrête là. Mais par contre, en partant en métropole, effectivement, c'est quelque chose que j'ai pu constater. C'est il y a cette différence, tu vois, il y a cette différence. Et ça m'a toujours fait rire. J'ai toujours trouvé ça un peu, désolé, mais c'était mon point de vue sur le coup, un peu stupide, puisqu'en fait, je m'étais jamais arrêté sur ça auparavant. Et du coup, là, il fallait que je prenne cette habitude parce que certains apparemment constataient des différences que moi, je n'avais pas l'habitude de constater. Donc voilà. Allez, on poursuit. Ceux qui vivent en banlieue, à contrario, doivent s'identifier, doivent se définir eux-mêmes. Et ils se sont définis de façon extrêmement stéréotypée. Ainsi, t'es un jeune noir, tu peux pas faire du skate. T'es un jeune noir, tu peux pas faire de la natation. Tu peux pas faire du vélo, du cyclisme. Tu peux pas aimer la poésie, tu peux pas aimer ceci. C'est des trucs de blanc. Donc on prend ce que, entre guillemets, les riches aiment, et étant donné que les riches en Europe sont à majorité blanche, enfin blanc, excusez-moi, voilà, on prend ça et on rejette tout cela et on prend tous les trucs finalement de pauvres, étant donné que les pauvres sont à majorité noire, et on se l'intègre par rapport à notre couleur de peau. C'est pour cela que même tu t'exprimes bien, t'es un bounty. T'aimes ceci, t'es un bounty. Ça ne se retrouve pas en Afrique. Moi, j'ai grandi en Afrique aussi, j'ai passé des années en Afrique. Et
dans mes écoles primaires, etc., il y avait des gamins qui faisaient de la poésie. Bah, ils ne le faisaient pas parce qu'ils voulaient ressembler aux blancs. Non, parce qu'ils aimaient bien leur professeur de poésie, leur professeur peut-être de français qui les a fait découvrir ça, et leur professeur était noir. D'autres faisaient du skate, etc. Mais quand je suis... Allez, petit arrêt, puisque du coup, je suis nostalgique. Hey, j'ai fait du skate. J'ai fait du skate avec un Brésilien. Je me suis rétamé plusieurs fois. Eh ben, franchement, c'était pas mal. Il n'y a pas eu ce truc de oui, on te traite comme un blanc ou je sais pas quoi par rapport au skate. Par contre, oui, ne serait-ce que de par, tu sais, l'élocution, la façon dont tu t'exprimes. Là, oui, en général, on m'a associé à ce fameux ouais, tu parles comme un blanc. Mais voilà, sans plus. C'est vraiment sans plus. Et donc, bon, allez, on poursuit. Arrivant en banlieue, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autocensure dans le sens que les gamins devaient rentrer dans un moule. Le problème à rentrer dans un moule, c'est que, bah, en fait, vous finissez à avoir un parcours de vie qui est stéréotypé. Donc ça crée d'abord de l'autocensure de la part de certains gamins qui peuvent arrêter des choses qu'ils aiment parce qu'ils doivent devenir des vrais noirs. Dans ma banlieue où j'ai grandi, j'avais des gamins à 7 ans, 6 ans, ils étaient tous en roller, en skateboard, en trottinette. Aujourd'hui, quand j'y retourne, sur 5-6 gamins qui faisaient du skate, etc., tous ne font plus de skate. Certainement parce que, bah, à partir de 12 ans, on leur a dit, mais ça, c'est des trucs de blanc. Quelques-uns font encore de la trottinette, mais les rollers, c'est fini. Hein. Ça, c'est très violent. Parce que ça fait que ces gamins vivent dans un état de névrose. C'est que tu te retrouves à détester quelque chose que tu aimes bien, parce que ta couleur de peau t'empêche de faire cette chose-là. J'aurais plutôt parlé de psychose pour le coup, parce qu'en fait, ils ne sont même pas conscients pour la plupart de cet état de fait. En fait, c'est là, c'est présent, tu le constates, tu le vois, tu comprends, tu leur expliques. Eux sont plutôt dans le déni et partent du principe que le problème vient de toi. Tu vois, et ça, c'est récurrent. À chaque fois, c'est récurrent. Même, ils peuvent se retrouver dans une forme de précarité extrême par moment. Tu sais que juste parce qu'à un moment donné, ils se disent tout simplement que c'est leur condition de noir qui fait qu'aujourd'hui, ils en sont là. Et pas lié au fait qu'ils n'ont pas forcément mis des actions en place. Parce qu'ils ont associé la réussite ou ce genre de choses aux blancs. Et ils ont associé l'échec aux noirs parce que il y a une histoire en lien avec eux. Tu sais, la colonisation, l'esclavage, la déportation et ce genre de choses. Et du coup, ça donne quoi? Le mec, il est là, il fait rien. Et il trouve que c'est tout à fait normal. Dans le sens où il se dit carrément qu'on devrait le dédommager. Parce qu'il a subi... Enfin, ça c'est ce qu'il dit, bien sûr. Il dit avoir subi quelque chose qui date du moment où lui-même n'existait pas. Il n'était pas sur Terre et pourtant il l'a subi. Il a subi à travers justement des années de transfert qu'il y a eu de génération en génération jusqu'à lui-même. Et lui-même aujourd'hui est prêt à transférer cela. C'est-à-dire qu'il sait, il constate, il va faire la même erreur. Et bien sûr, ça s'arrêtera jamais. Un peu le fameux serpent qui se mord la queue. C'est triste, mais c'est la réalité. On se rappelle de la fameuse phrase de Feneux qui dit j'ai fait du handball pour ne pas être un noir comme vous. C'est quand même fou, hein, faire du handball juste... Enfin, juste le fait de faire du handball, ça fait de toi un noir différent. On voit quand même à quel point c'est un état d'aliénation. Mais plus gravissime encore, quand j'étais jeune, en banlieue, c'est que quand j'allais à la bibliothèque... J'avais honte d'y aller car c'était un truc de guerre. Aller à la bibliothèque, c'était un truc de blanc. Donc quand j'y allais, souvent j'y allais en cachette et quand je tombais sur mes potes, je leur disais ouais mais c'est pour aller rendre les livres de ma petite sœur. Parce que c'était vu comme un truc de guerre. Bon. Là l'État peut investir ce qu'il veut, mais si les gens ne vont pas dans les bibliothèques, c'est la faute de personne. Hein. Vous le comprenez bien, l'État ne peut pas aller prendre les gamins par le bras pour les emmener dans des bibliothèques de force. Donc cette définition de son identité par la négative font que en Occident, on a des noirs qui sont noirs avant d'être des personnes, alors qu'en Afrique, on a des noirs qui sont des personnes avant d'être des noirs. Ils sont d'abord des humains. Ils font ce qu'ils veulent, ils font... c'est leur désir qui commande leurs actions, alors qu'ici, c'est la couleur de peau qui commande l'action. Selon ta couleur de peau, tu dois te comporter comme ça. Ce qui fait que beaucoup ont quasiment un parcours de vie écrit en avance. On aurait pu avoir combien de grands joueurs de tennis
Combien de grands cyclistes noirs, issus de banlieue, qu'on n'a pas eu car c'était un truc de blanc. Car on les a découragés, car toute cette atmosphère-là pousse au conformisme, mais au conformisme finalement à un nivellement vers le bas. C'est pas une critique, c'est pas pour dire que quand je dis par exemple j'aime pas la banlieue, c'est pas que j'aime pas les banlieusards, c'est ridicule. Moi-même je suis un banlieusard, mes petits frères sont des banlieusards, etc. C'est pas ça, c'est de dire que j'aime pas cette atmosphère de nivellement vers le bas. Pour moi, ça ne doit pas être notre identité. Toute vague d'immigration dans un pays se retrouve toujours dans les classes les plus pauvres. C'est naturel. Toute vague d'immigration dans un pays, c'est une loi naturelle, on se retrouve dans les classes les plus pauvres, mais rien ne justifie qu'on reste là, ad vitam aeternam. On est tous de passage. Il faut évoluer. Il faut tout donner pour évoluer, car la banlieue, moi j'ai toujours eu cette phrase, j'ai toujours dit, les rappeurs quand ils réussissent, ils vont pas acheter des appartements dans le 9-3, ils prennent des villas, ils vont dans les beaux quartiers. Ils mettent leur daronne à l'abri, pas en se disant, bah ça, putain j'ai réussi, je vais aller, je sais pas, à la Castellane, acheter un appartement à maman. Comme ça, maman va vivre dans la cité, la rue, la vraie. Non, ils partent car ils savent très bien que c'est un milieu qui, comme tous les milieux, a ses côtés négatifs et côtés positifs. Hein. Je ne suis pas en train de dire que si vous vivez dans la villa Montmorency, à côté de Bernard Arnault et de Martin Bouygues, vous allez avoir la vie la plus heureuse du monde. Mais il y a quand même, il y a quand même une violence à la fois d'une société qui est par nature violente, mais aussi de la pauvreté qui vient rajouter à cette violence. Là, vous allez avoir peut-être des enfants qui auront plus de chances de tomber dans le trafic de stupéfiants. Et in fine aussi dans la consommation, hein, cela va de soi. Bon, entre vivre avec un gamin qui consomme de la drogue et vivre avec un gamin qui consomme et qui vend de la drogue, vous voyez quand même que au moins le risque de prison n'est pas le même. Mais tout ça, c'est pour dire quand même qu'on est dans un monde où il y a une atmosphère, in fine, de nivellement vers le bas. Et c'est vraiment dramatique, car je rencontre beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talent, beaucoup d'esprit, beaucoup d'intelligence. Et franchement, je l'arrête de gants à ce niveau-là parce que c'est mon cas. Franchement, c'est mon cas aussi. Et je vois des personnes aujourd'hui qui, pour moi, me dépassent. Pour moi, pourraient me dépasser dans le sens où cette personne aujourd'hui, elle a déjà des connaissances, voire même des compétences sur certaines choses, voire même une mémoire. Mais c'est un truc, c'est quelque chose. Et tu discutes avec eux, tu échanges et tu te dis, mais en fait, tu sais, c'est un peu comme une bouteille. C'est comme une bouteille qui serait tournée vers le bas et qui, en fin de compte, il y a un amas un liquide qui aujourd'hui est un liquide qui te permettrait, tu sais, si elle se déverse, de montrer justement à quel point tu rayonnes de par tes connaissances, tes compétences et ce qui fait que tu es ce que tu es aujourd'hui. Mais il y a un bouchon, tu vois, il y a un bouchon qui est un peu la représentation de cette pensée, de cette vision qu'elle a d'elle-même, sans pour autant par moment être conscient hein, littéralement de ce qui fait qu'aujourd'hui elle est comme elle est, qui fait que elle reste bloquée dans cet état de fait, dans cette situation, et elle n'avance pas. Tu sais, ça bloque, voilà. Et du coup, tu constates ça et tu lui dis, mais purée, fais quelque chose, quoi. Et le truc, c'est que, tu vois, il y a aussi ce côté, parce que moi, j'ai déjà eu ce côté-là, hein, j'ai déjà été dans la situation où j'ai aidé certaines personnes, voire même hébergé du monde, juste parce qu'en fait, quand je voulais extraire la personne de cet environnement, qu'elle me côtoie, voire même qu'elle côtoie d'autres personnes, et qu'elle soit aussi enclin par la suite à changer de voie, à aller dans une voie qui la correspondrait le mieux, et qu'elle puisse en plus par la suite s'épanouir à travers tout cela, qu'elle aille, qu'elle fasse son propre chemin. Et franchement, c'est frustrant d'être là et de ne pas être capable de briser justement cette vision qui fait qu'aujourd'hui elle est cantonnée à cette situation. C'est agaçant. Par moment, t'as juste envie, c'est vraiment frustrant. Tu as juste envie de l'attacher, de l'emmener, ouais, viens chez moi, tu resteras ici. Dorénavant, c'est là qu'est ta zone. Tu dors là, les livres ils sont là, cultive-toi, on va discuter, on va échanger.
tu iras là-bas, tu feras une formation pendant 1 an, je m'en fous, c'est peut-être pas ce que tu veux faire, mais au moins, tu vas côtoyer justement un habitat, un endroit totalement différent, un environnement qui va t'aider à t'épanouir. Vraiment ça, c'est t'épanouir et après tu prendras le chemin que tu veux. C'est juste frustrant. Et j'en ai rencontré plein de personnes comme ça. Je dis pas que je suis mieux qu'eux, en somme. Mais je suis pas, comment dire, moi le bouchon, il est pas là. Ou voire même peut-être qu'il a jamais été là réellement. Parce que comme j'ai dit, j'ai jamais vraiment grandi dans cette condition. Et en Guyane, c'est quelque chose que je voyais pas. Tu vois, pas, en fait, je ne le voyais pas vraiment. En tout cas, dans la cité où j'étais. J'ai un pote, lui, qui d'une certaine façon aussi l'a constaté. Enfin, pas comme moi. C'est lui que il est venu et il est allé vers différentes personnes, hein, parce que lui, il a fait son expérience en métropole. Il est retourné dans son ancienne cité. Il a discuté avec certaines personnes. Et ces potes-là, en fait, des potes d'enfance hein, qui ont grandi avec lui, qui ont fait les 400 coups avec lui, le voyaient comme quelqu'un qui aujourd'hui se la pétait, tu sais, qui se prenait pour quelqu'un, voire même un mec de l'aristocratie, qu'en fait, limite que c'était un traître à la cité, un traître au pays, enfin j'allais dire au pays, plutôt au département, parce que la Guyane est un département, c'est un chef-lieu. Et du coup, en fait, ils en venaient limite à lui dire, mais mec, t'es venu faire quoi ici, en fait? Retourne là où tu étais, retourne dans le pays du blanc. Et j'étais là, mais c'est terrible. Le mec, il veut leur bien. Et tu sais, c'est quoi le plus triste aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup qui aujourd'hui ont grandi et tout, comme moi, en fait, parce qu'on a quasiment le même âge, et qui, en fin de compte, qui ont discuté avec lui, puisqu'on en a parlé, et qui regrettent, en fait, les choix de vie qu'ils ont fait. C'est que, bon, aujourd'hui, ils ont une situation presque lambda. T'as des mecs qui se sont mis avec des femmes qui ont des gosses et tout. Mais apparemment, c'est infernal. Qui n'ont pas spécialement, en fait, qui dépendent, voire même, c'est ça, qui dépendent de cette femme. Et qui aujourd'hui, ben, regrettent tout leur choix de vie. Et voire même regrettent le moment où ils ne l'avaient pas écouté. C'est pas qu'à un moment donné, il est venu leur apporter la parole comme si c'était le Messie ou autre. Mais ils se sont voilés la face. Et ils n'ont pas accepté, justement, la réalité. Parce qu'en fin de compte, ça voudrait dire que dans leur situation, au moment où ils se sont confrontés à mon pote, ils auraient dû passer par l'étape où ils accepteraient justement d'avoir échoué ou d'avoir été médiocre pendant très longtemps. Et que, ben, à un moment donné, ben, il faut sortir de cet état de fait pour pouvoir fleurir, poursuivre ta vie, voire même, quitte à reprendre les études, j'ai envie de te dire, à 25-30 ans, ben, tu fais ce que tu as à faire pour pouvoir te sortir de là où tu es, de ta condition. Il n'est jamais trop tard. Mais bon. Il faut déjà passer par la phase d'acceptation et c'est ça qui est compliqué en fait. D'où l'envie par moment et la frustration qui m'anime lorsque je suis face à la personne et je me dis mais en vrai si je t'attache, t'emmène et que t'es enfermé chez moi, voire même il y a quelque chose qui t'empêche de sortir, on passe 1 an ensemble, je t'assure que après ta vision elle change radicalement. Pourquoi? Je vais pas te forcer. Tu seras juste pas confronté à ce que tu connais et tu seras obligé de t'adapter. Parce que l'être humain aime converser, il aime communiquer. Et tu vas devoir faire avec des personnes un endroit que tu ne connais pas. Ça te forcera à t'adapter. Il n'y a pas de communauté là. Là où j'étais et tout, il n'y a pas histoire de communauté. Il n'y a pas d'autres noirs qui nous ressemblent ou autre. Il y en avait très peu. Donc du coup, tu es obligé. Et ça te pousse et ça te force justement à sortir de ton carcan, de ta bulle. Franchement, c'est vraiment frustrant. Et que tu veux l'aider et tout, mais tu sais que ça pourrait l'aider, mais enfin bon. Allez, on termine. Très vite, il se conforme. Très très vite, il se conforme. Et moi, je le vois, le conformisme. Je le vois des gamins qui, à 7 ans, 6 ans, étaient ultra brillants. Dès qu'ils ont eu un peu plus de liberté, ils se sont retrouvés au collège, ils se sont retrouvés à sortir un peu plus dans leur cité. Tout de suite, je vois l'enfant qui limite fait comme exprès de devenir stupide. Genre de se conformer. Tu vois vraiment l'enfant qui rentre dans un entonnoir. Où finalement, il faut pas faire trop preuve d'intelligence. Faut pas trop lire. Faut pas montrer qu'on aime trop la littérature. Tu vois, l'enfant vraiment, il commence à se conformer. Il commence à se lisser, mais vraiment vers le bas. C'est ce que moi, je dénonce. Récemment, il y avait... peut-être 2-3 semaines, il y avait une nana, elle était tombée sur mes vidéos, elle était là, elle était complexée des jeunes de banlieue, elle utilisait mon accent pour... pourtant la nana, elle était en médecine, hein. Moi, je m'attendais à avoir un discours constructif, mais j'avais un discours totalement d'une personne euphorique, quasiment d'un démon, pas d'un démon, d'un diable, mais non, d'un démon, d'une personne souffrant de démence.
Je m'attendais à un discours constructif, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je l'ai bloqué parce que je trouvais qu'il n'y avait aucun intérêt à discuter avec quelqu'un qui pense que tout, c'est parce que je suis complexé. Au contraire, ce sont les jeunes de banlieue, je le dis, malheureusement, qui ont le plus de complexes. Car ils souffrent de ce complexe, finalement, d'identité où ils doivent créer leur identité à partir de porcelaine, où on crée l'identité par la négative de l'autre. Donc, on laisse d'abord le blanc se définir, et ensuite, on va venir prendre tout ce qui est différent de ce que le blanc a décidé d'être. On va créer comme ça une identité à partir de tout et n'importe quoi. Voilà. Après, je peux comprendre que ma vidéo choque, car on touche à l'identité de quelqu'un. On touche à son identité, on touche à ce qu'il pense être lui-même et venir comme ça lui dire que cette identité-là n'est pas la bonne, n'est pas construite déjà même par toi-même. C'est un peu compliqué. C'est sûr que ça choque. Je ne suis pas en train de dire aux gens de se flageller le corps le matin, mais juste d'avoir conscience de ça et de se dire qu'on doit arrêter ce nivellement vers le bas. Et voilà, quand je dis par exemple pourquoi les blédards réussissent mieux en France, c'est pas pour dire que les blédards sont mieux que les jeunes de banlieue, etc. Non, qui sont nés ou qui ont grandi en France. Moi-même, j'en suis un d'ailleurs à ce titre. Mais c'est de dire que l'excuse c'est à cause du racisme. Mais en fait, cette excuse-là tombe un peu à l'eau. Car eux aussi ils sont noirs finalement. Donc, il y a peut-être aussi de notre côté, in fine, des choses à améliorer. Voilà pourquoi j'ai ce discours-là. En tout cas, ça ne veut pas dire flagellez-vous le corps le matin. Non, ça veut juste dire battez-vous pour peut-être que vos enfants, etc., s'en sortent de ce milieu que moi je trouve assez délétère. Juriste, addict. Je crois il fait du droit, je sais pas en quelle année il est. Mais il est sur TikTok, suivez-le, il est intéressant. Style Wish aussi, il est bien. Et franchement, peut-être que ça serait pas mal de participer à ces lives. Il fait pas mal de lives. Alors, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. En fin de compte, j'ai fini la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Jeune 5 et à la mienne. J'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me verser un petit don. Et puis, comme à mon habitude, bonne chance à nous. À la prochaine.